On doit garder le pouvoir. À quoi nous a servi ce pouvoir-là? Pour arriver aux assassinats comme Martinez Zogo, où des gens font des guerres de clans et on nous met en difficulté. Vous savez, moi je me suis brouillé. Écoutez, c'est l'occasion de le dire ici. Les gens qui disent là que non, Biya doit faire ce qu'il a fait. Non, c'est une haute trahison. On ne peut pas vous confier les rênes d'un pays et vous allez donner ça à quelqu'un sous haute instruction. Et vous disparaissez 7 ans. Et vous revenez encore, vous dites que non, c'est un crime. Sur les traumatismes des populations du Cameroun en général, et particulièrement du Nord, comment ces attaques répétées façonnent-elles le quotidien et même la psychologie collective dans cette région ou dans cette partie du Cameroun? Fleur, je suis vraiment triste. C'est triste et bon, on dit vraiment courage et beaucoup de soutien moral, soutien sentimental par rapport à aux familles qui sont si traumatisées, parce que c'est des traumatismes qui ne quittent plus. Hein. Parce que même les enfants, quand advenant même qu'on les récupère, parfois c'est des loques humaines. Donc je dis vraiment courage à la famille. Vous savez, le Cameroun est défiguré. Le Cameroun est défiguré à l'image de son président et son projet de renouveau. Tout ça c'est défiguré, en fait tout ça c'est balafré. Hein. Donc rien ne nous surprend. Je dois quand même avouer que le phénomène de coupage de route et d'enlèvement a connu pendant les dernières années un petit répit. Et je pense que les forces de maintien de l'ordre, surtout le BI, ils avaient fait un travail extraordinaire d'élimination même de ces gens. Et c'est le moment de leur tirer le chapeau et de leur dire le travail n'est pas fini. Il faut les éliminer complètement. Oublier les histoires de droits de l'homme et autres. Mais est-ce qu'on doit les arrêter? Ces personnes peuvent être arrêtées. Ils doivent les arrêter et on les fait disparaître. Non, pas forcément. Parce qu'en fait, écoutez, vous savez les dégâts qu'ils font, ces gens-là. Mais être interpellé, déjà, c'est non, on ne va pas aller au-delà, justement, pour demander ce qui va à l'encontre des droits de l'homme. On sait que le Cameroun... ont été formés pour les neutraliser sans toutefois... Bon, je vais dire que respecter les droits de l'homme, mais dans les cimetières. Non, peut-être pas. Bon, parce qu'en fait, vous parlez des droits de l'homme. Lorsque le pays... Le Cameroun a quand même ratifié plusieurs accords. Non seulement... laissez les choses de blanc là. Le pays, nous sommes dans une situation... Juste que nous sommes sur une antenne, docteur Fridolinké, et on ne peut pas se permettre justement de laisser passer ce genre de... On vous comprend parfaitement. Ça dit que ces personnes devraient être interpellées, comme on avait vu, notamment il y a quelques années, dans la région de l'Adamawa, ou dans la région du Nord, où sévissaient justement ces enlèvements. Je vais aller au-delà de ce que vous dites là. Il faut résoudre les problèmes en amont. Qui finance ces gens-là? C'est les mêmes gens qui vous parlent des droits de l'homme. Mais soyez, la souveraineté, ça se gagne, ça se conquiert. Lorsque les gens arment des troupes de malfrats, des terroristes dans votre pays, ça a été prouvé ça a été documenté même. Vous regardez ce qui se passe au Niger et tout ça, c'est pourquoi on les a chassés tous. Parce qu'en fait, c'est eux, depuis que, en fait, documenté ou pas, on sait quand même depuis la mort de Kadhafi, depuis la destruction de la Libye, toute cette vague est descendue au Cameroun. Donc ne croyez pas que, bon, là on va accuser Paul Biya, il a laissé le pays à l'abandon. Ça c'est vrai. Mais il y a un problème fondamental. Pour conquérir ce pays, les puissances étrangères, les forces néocoloniales arment les terroristes. Et il crée des situations de tension et de brigandage dans tout le pays pour pouvoir mieux assurer, pour pouvoir même contraindre le pouvoir à mieux mater les populations. Non, nous sommes tenus en tenaille entre des forces exogènes qui nous envahissent et qui donnent tous ces moyens. C'est vrai qu'il y a des Camerounais qui font n'importe quoi. Vous avez vu, lorsque le BI a tapé du poing sur la plaine, on a éliminé un bon nombre. Ce n'est pas que c'est une histoire de droit de l'homme, c'est aussi le droit de l'homme des gens qui sont les nôtres, les victimes. Pourquoi ne défendons pas les droits de l'homme des victimes? Moi, j'ai dit, pour la défense des droits de l'homme des victimes, on ne doit pas tenir compte de cette rhétorique occidentale qui nous a servi. Parce que c'est à cause qu'on se retrouve dans tous ces problèmes-là. Regardez ce qui se passe au Tchad, dans tous les pays, même au Nigeria. Il s'est documenté que c'est financé. Des largages de munitions dans les... On voit les vidéos, tout ça. Donc, qu'on ne se voile pas la face. On doit dire à nos militaires que lorsque vous êtes en train de... Bon, c'est vrai qu'il y a des dérapages. On a vu des scènes horribles lorsqu'on parlait de la guerre Boko Haram, où on tirait sur les enfants, les femmes majeures. Ça, c'est les dérapages. Ça, c'est les dérapages qui ne devraient même pas arriver. C'est pourquoi je dis souvent quand la police lorsque les policiers ne peuvent pas suivre les ordres, lorsque les soldats ne peuvent pas suivre les ordres, ça c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme, c'est-à-dire le droit même de la guerre. Selon nos correspondants, Dr Fridolinké, selon nos correspondants, Michael Dopas, si on s'en tient aux rescapés justement de cet enlèvement, de ce kidnapping-là, les ravisseurs ne parlaient pas arabe. Il fallait français. Et français. Contraire à l'ancien mode opératoire de Boko Haram. Est-ce qu'à ce
moment, on peut se dire Boko Haram s'est divisé, a créé des sous-Boko Haram, ou alors il s'agit de bandes armées, juste, qui profitent de l'état de cette route-là délabrée pour agresser les passagers, les Camerounais. On ne peut pas déterminer définitivement qui est l'auteur de quoi. On ne peut pas déterminer seulement sur la base de la langue. Il y a après les langues, il y a aussi une mutation de l'économie du terrorisme. En fait, tout ça, c'est du terrorisme. Tout ça. Donc, je vous ai dit, on a éliminé un bon nombre. On a mis hors état de nuire un ensemble d'acteurs qui créent conflictogènes. Alors là, maintenant, ce qui se passe là, c'est la recrudescence, la renaissance d'un phénomène qui avait un peu été mis à l'écart. Donc, la responsabilité des locaux est là. Mais la plupart du temps, ceux qui ont la technique, la technologie de l'enlèvement, ils ne sont pas nécessairement ceux de là. Donc, les meneurs, comment on appelle ça, ceux qui financent, hein, ça c'est juste les acteurs opérationnels. Nous avons toute une industrie du terrorisme, toute une industrie des enlèvements qu'il faut neutraliser. Et je vous dis, à ce niveau-là, lorsque on veut faire vraiment fonctionner les choses, on doit apporter toute l'énergie et la force pour frapper. L'État doit être fort. Malheureusement, l'État est totalement démembré, défiguré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faut donc au moins au niveau de l'armée, qui a la responsabilité première de protéger les frontières, parce que ça, c'est une attaque contre notre pays. Vous voyez seulement les trucs sectoriels, la route a fait ceci, non. C'est toute une machination qui est ourdie même depuis l'étranger pour démanteler le pays. Et pour le rendre ingouvernable, non seulement le gouvernement ne gouverne pas, mais il faut encore ajouter parce que... Vous voulez faire un rapprochement avec la présidentielle? Oui, tout ça c'est compliqué. Vous savez que je suis horriblement opposé au régime en place. Mais on ne doit pas faire l'économie de ce qui se crame. Parce que la France, il faut pointer du doigt ce qui se passe. La France a tellement peur de perdre le Cameroun que tout est mis en même s'ils ne sont pas directement impliqués dans ça, mais tout l'environnement qu'ils ont créé fait en sorte, en Afrique de l'Ouest, au Sahara, au Sahel, fait en sorte que tout ça, ils savaient que les répercussions vont se faire. Et comme l'armée, le gouvernement en place ne comprend pas qu'il faut mettre un terme à la guerre aux Nozo, parce que ça profite aux gens qui sont au pouvoir, aux généraux et tout ça. Donc, alors, on doit une dispersion d'énergie. Et ils savent qu'à partir de là, puisque c'est eux qui ne veulent pas aussi la résolution du problème des Nozo, tout ça, c'est un ensemble, les gars. Ne regardez pas les prix. C'est terrible ce qui se passe, mais on n'a pas le choix. Il faut seulement dire à l'armée d'agir dur et de ne pas mettre un peu sous les témoins cette histoire de droits de l'homme. D'ailleurs, le gouvernement, non. Sinon, une source que nous avons pu avoir de ce côté, professeur Olivier Billet, évoque une enquête qui est en cours. Mais vous avez écouté attentivement le docteur Fridolanké qui revient un tout petit peu sur cette guerre, même les fondements de cette guerre de Boko Haram. Oui. Mais on se rappelle aussi de cette sortie du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavayegue Dibril, qui avait dit Boko Haram est parmi nous. Est-ce qu'aujourd'hui, des années plus tard, on devrait faire un rapprochement entre ce qu'avait dit l'honorable Kavayegue et ce qu'on vit sur l'axe Moura-Kousseri? Alors écoutez, moi je crois que c'est quand même des phénomènes très complexes. Hein. Je ne serais pas aussi péremptoire que le docteur Fridolanké sur les sources de ce mal. Moi j'aurais plutôt le sentiment que, au fond, parce que quand le président de l'Assemblée nationale dit que le Boko Haram est parmi nous. Moi, j'avais compris ça, hein, sous l'angle selon lequel, au fond, c'était pour dire qu'au fond, c'est... Il y a des complicités en interne. En interne, voilà, et qu'il ne fallait pas chercher les auteurs de ces méfaits là où ils ne sont pas, mais qui sont véritablement dans la société camerounaise, en réalité. Donc, moi, je crois que, vous savez, il y a très simplement des facteurs qui sont de nature à alimenter ce type de délinquance et de banditisme, on va dire, dans nos zones rurales. C'est très clairement la situation de délabrement de ces espaces-là. Quand vous visitez l'extrême nord du Cameroun, vous voyez bien un environnement de dénuement absolu. Hein. Dénuement, je dis bien dénuement absolu. C'est-à-dire que une jeunesse qui est à l'abandon le plus total, évidemment, il y a là un terreau fertile, très clairement, pour nourrir cette industrie, cette économie des enlèvements et des rapts. Parce qu'effectivement, c'est sans doute une manière relativement facile de se faire de l'argent rapidement. C'est d'ailleurs pas nouveau, je dis que les enlèvements sont récurrents là-bas. Donc il y a peut-être des opérations plus spectaculaires qui sont menées où on a
des volumes, des nombres plus importants de personnes qu'on enlève, mais très régulièrement, on vous dit qu'il y a tel individu qui a été enlevé, pour qui on demande 1 million, on demande ceci, etc. Donc, au fond, je crois que c'est sans doute très, très prosaïquement une réalité qui est liée au fait que, et c'est là que je veux ajouter au propos du Dr Fridolin Lenké, un élément essentiel qui réside dans je dirais, l'indigence de la gouvernance au Cameroun. Le niveau d'indigence que nous avons dans notre gouvernance est tel que l'aménagement du territoire n'est pas réalisé. Les gens sont dans le taux de sous-emploi, le taux de chômage dans cette zone est absolument exponentiel. Ça fait donc oui, qu'on le veuille ou non, il y a fatalement des choses comme ça qui vont se passer. Et concrètement, quelles mesures urgentes préconisez-vous, par exemple? Peut-être qu'avant les mesures, je veux dire que même ici, je veux dire dans nos cités, plus proches de nous ici, hein, Douala, Yaoundé, on nous parle des microbes. Oui. Ouais. Ces phénomènes-là, c'est quoi? C'est aussi, sans doute, le fait qu'on ait une jeunesse qui est considérablement en désœuvrement, qui n'est pas occupée. Parce que quand les gens sont occupés, on a des tonnes et des tas de jeunes qui devraient être dans des grandes plantations, qui devraient être dans des structures industrielles, dans des usines, etc. Mais faute d'avoir permis au Cameroun de basculer vers un système de nation industrielle où les usines existent partout, sur l'ensemble du territoire, où les jeunes sont occupés, comme on a pu le voir ailleurs, eh bien, on ne peut que finir dans ce genre de... Je ne viens pas là pour justifier la délinquance urbaine et rurale, mais je dis simplement que quand vous le voulez, la nature a horreur du vide, en fait. Et qu'on le veuille ou non, nécessairement, quand les gens ne sont pas occupés, eh bien, ils vont trouver des moyens ou d'autres pour pouvoir... Alors, maintenant, quand j'ai dit ça, bon, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour juguler cela. Mais c'est une question bien difficile, Marie-Flora Massana. Docteur Fridolin Lenké, les transporteurs menacent de suspendre leurs activités sur ce tronçon-là, sur cette nationale numéro 3. En tant qu'intellectuel, pensez-vous que la société civile ou même encore les élites locales ont la possibilité ou jouent assez leur rôle pour peser sur des décisions sécuritaires? Non, ils n'ont aucun rôle, puisqu'ils sont en permanence instrumentalisés. Et je suis d'accord avec le professeur Olivier Billet, parce qu'en fait, le professeur Olivier Billet a raison. C'est-à-dire que, et ça, on se rejoint quelque part. C'est-à-dire que, je dis, au fond, il y a cette... c'est même plus la malgouvernance, c'est vraiment l'abandon. C'est-à-dire que les gens sont occupés à jouir. Donc ils ne gouvernent pas, ils n'ont même pas de préoccupations. Des préoccupations des gens ne les intéressent pas. C'est l'ange du chaos. C'est vraiment, j'ai résumé vraiment la dynamique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que tout ce qu'on vit là, c'est les conséquences. Vous voyez, quand on parlait d'élite, l'élite, on pensait que l'élite, vraiment, c'est les gens, c'est l'intellectuel, c'est quelqu'un qui, dans le temps, quand on veut l'élite au village, c'est-à-dire on voit le médecin, on voit l'instituteur, mais l'élite, c'est quoi maintenant? C'est maintenant les gens fabriqués par le décret. C'est-à-dire que les gens qui sont totalement efféminés. Donc, c'est les gens qui... Bon, quand j'étais dit ça, je dis vraiment... C'est mieux de repréciser vos pensées, docteur Fridolin Lenké. Bon, alors, parfois aussi, en voulant repréciser, on aggrave. Donc, je préfère laisser comme ça. Bon, mais ce n'est pas dans le sens premier du terme, en tout cas. C'est dans tous les sens. Alors, je voulais dire quelque chose de fondamental. Donc, à partir de là, il n'y a pas l'énergie pour... Parce que l'élite, c'est la direction. Merci. C'est la direction. Lorsque nous sommes dans un pays où le pouvoir a pour plus grand mérite, c'est la déconstruction des personnalités. Et qu'est-ce que vous voulez au fond? C'est-à-dire l'ADN de ce pouvoir, c'est supprimer l'élite méritante pour créer par des cooptations, par des assujettissements, par des dotations, par des petits trucs, des sous-hommes en fait. Que voulez-vous que quand on parle même de la société civile, lorsqu'on veut se déployer sur le terrain, on enlève tout ce qui peut constituer une source, une force alternative de proposition. On la réduit à une simple expression d'un vouloir vide du pouvoir. Donc, c'est ça aussi. Lorsque les gens menacent d'aller sur le terrain, de faire grève, mais vous allez voir toute la force. C'est là où la force du pouvoir se met en branle. Pour maintenant faire quoi? Pour menacer, pour terroriser, pour corrompre. Vous allez voir. Maintenant on les appelle chaque jour. Ils sont préoccupés par ça. C'est-à-dire il faut, en fait, c'est un pilotage automatique. Donc, il faut que des acteurs comme ceux-là, les transporteurs, fassent entendre leur voix de manière forte. Il faut que les populations
qui sont victimes de cela. Que les gens n'entendent parce que nous aurons parlé, on parle. Oui, vraiment, docteur, vraiment, est-ce que vous pouvez soumettre nos problèmes? Je suis là pour vous soumettre vos problèmes. Défendez-vous. Mais vous ne pouvez pas enlever les femmes. Vous pouvez être la voix des sans-voix, oui, c'est ce que je fais, mais je les enjoins aussi de faire le leur. Ouais. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous ne pouvez pas attendre seulement les transporteurs à faire grève. Mais vous devez vous mobiliser dans tout ce grand nord pour dire que... Et c'est ça. C'est valable aussi pour la pénétrante ouest? Oui, tout le monde doit... Le Cameroun doit être un grand foyer de revendications. Ce pays doit être un grand foyer de revendications. Même en période sensible comme celle il n'y a pas de période avec la présidentielle. Non, il n'y a pas de période sensible. Ça dit que cette inoculation de la peur aux gens. Et la présidentielle, c'est quoi? On sait déjà ce qu'ils vont faire, on sait déjà tout ça. Mais tout le monde doit revendiquer avec force. On ne peut pas enlever 5 membres de la famille. Et les gens sont là pour dire non. Et les gens sont là, ils croient que c'est une affaire des autres. Non, toutes les populations doivent se mobiliser. On va vous raconter que non, c'est l'appel à l'insurrection, ceux qui ont mis dans la constitution là. La constitution, on doit changer tout ça. En fait, le pays qui va arriver, on va revoir toutes ces machinations qu'ils ont fait, les élites, les machins. On doit revoir. En fait, il faut qu'on réapprenne à parler. De Lanké, vous avez été approché par le professeur Olivier Billet, justement dans le cadre de cet ATP. Quelle lecture faites-vous déjà de ces différentes alliances? Est-ce que vous partagez l'avis du professeur Olivier Billet ou alors vous avez une autre lecture justement de ces alliances qu'on enregistre ça et là, ou même encore de ces différentes discussions? On sait que depuis pratiquement 2 semaines, le ministre d'État Bello Boba Maïgari est pratiquement celui qui se déplace le plus pour discuter avec les uns et les autres, mais il y a également d'autres entités qui se mettent ensemble pour essayer de trouver justement un candidat consensuel. On l'a vu à Fumban, à Yaoundé on n'a pas pu avoir la fumée blanche, le groupe de Douala nous a confié d'ailleurs sur cette antenne, continue de travailler justement dans cette logique-là. C'est pareil dans la région de l'Extrême Nord ou bien dans le septentrion en général, que ce soit la Damawa, le Nord ou l'Extrême Nord. Quelle lecture faites-vous, docteur Frido Lanké, de cette actualité? Quand le pauvre Billy m'avait sollicité, ça fait longtemps, hein. Avant on n'avait pas encore l'idée de ça. Mais j'avais perçu ça, j'avais perçu cette démarche, j'avais compris l'intérêt. Mais on avait discuté longuement chez lui et à la fin, je suis rentré chez moi, j'ai analysé avec l'expérience du passé, j'ai compris que c'est bien beau, c'est trop beau pour être vrai et réaliste. Et j'ai dit non, je ne vais pas dépenser mon énergie. Et parce que je savais qu'ils vont détruire ça. La politique du renouveau, c'est la destruction des énergies positives. C'est la destruction de l'alternative. Ils sont à la chasse, pas du progrès, mais à la chasse de tout ce qui peut représenter, qui peut faire du bien au peuple. Et c'est un régime foncièrement destructeur. C'est un régime foncièrement entaché. Alors, quand on voit ce qui se passe là maintenant. Docteur Frido Lanké, oui. Autrement dit, l'échec de l'opposition, vous l'attribuez au parti au pouvoir? Oui, vraiment. Ne vous fiez pas à toute la rhétorique. Ce régime s'est assis sur la division. Division des familles, on nomme ici, après on enlève, on met le cousin. Division des ethnies. On va au nord, on dit que vous êtes vraiment, on vous préfère. Les gens là. Division des partis. Non, division d'abord l'intérêt des partis. C'est-à-dire que oui, vraiment, l'UPC là, vous devenez trop dangereux là. On va vous diviser d'abord en 3-4. Division entre les partis. C'est-à-dire que vous voulez, mais c'est vous les proposants, c'est vous-même. Puisque vous n'êtes pas comme eux, hein, ils sont radicaux. Donc on vous préfère. Voilà les divisions. Voilà le travail de destruction de la société civile, de la politique en général. Ils ne veulent même pas les élections. Ils ne veulent même pas entendre vos conneries là. Conneries entre excusez-moi le mot. Puis c'est ce qu'ils pensent. Je dis leur mot. Parce que conneries démocratie là, ils ne veulent même pas ça. Ils sont incapables même d'abord. Au moins s'ils avaient été des dictateurs. Moi j'aurais bien voulu même la dictature. Hein. Dictature comme le parti communiste là. Mais qui est comme une sorte de démocratie. Mais même ça, ils sont même incapables d'être des dictateurs. Ils sont des gens dépassés. C'est-à-dire que je suis même dépassé par leur dépassement. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, ce qu'on vit avec ces différentes alliances, c'est... Ce qu'on vit donc, c'est la manipulation du pouvoir. Les 12 bons hommes là, qui sont arrivés, qui vont aller aux élections, je ne veux pas dire me prononcer, j'ai donné quand même quelques pistes que bon, où on aurait voulu quand même qu'un patriage comme Bello soit en tête. Même jusque là, j'ai des réticences. Pourquoi? Depuis quelques jours, je suis en train de réfléchir. Mais à cette allure, docteur Frido Lanké, personne ne peut sortir que tout est plié hein, quand même. Non, vous savez, l'affaire-ci, c'est une affaire de vie ou de mort pour les gens qui sont au palais de Tchouji. Je vous dis, vos petits intérêts là que le Cameroun va se développer, non, c'est secondaire pour eux. Leur problème, c'est que qu'est-ce que je vais devenir? Quand Paul Biya reste comme ça, en face de Chantal, avec le petit marmot,
Il dit, mais qu'est-ce que je vais devenir moi? C'est là que c'est tout. Ça, c'est votre analyse. Tout le problème de ce pays se résume en cette présence du Biya, de Ngongo devant la glace, qui veulent revenir, penser leur avenir. Donc, tout est fait, tout est mis en œuvre par conséquent pour éteindre toutes les velléités d'émancipation. Parce que la politique, c'est la recherche du bien-être à travers des méthodes convenables. Or, nous sommes devant une élection où on veut résoudre les problèmes des gens qui les ont énervés. Vous voyez le petit niveau que les gens sont. C'est-à-dire que, en tant que déjà dit, bon, toi là, on t'avait dit que tu dois être candidat juste pour le maquillage. Maintenant, tu as passé 3 ans, 2 ans, 4 ans à nous narguer. On va résoudre son problème. On amène encore une autre jeune là. Bon, maintenant, comment on va résoudre le problème de Mkamto? Toi là, tu racontes que quoi? Que tu peux prendre le pouvoir. Bon, donc c'est là, c'est l'équilibre là. Donc, toute la sélection. Mais il y a un de nos auditeurs qui dit, Dr Fridolanke, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? L'on cherche le pouvoir pour le conserver. C'est Lankri Enoka qui le dit? Non, c'est pas ça le pouvoir. Le pouvoir, oui, c'est la conquête du pouvoir, mais il faut faire quelque chose du pouvoir. Ouais. Si tu ne fais rien du pouvoir, si c'est ton pouvoir, c'est juste pour tuer les gens. Vous savez, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais revenir, avant de continuer là, je vais vous dire quelque chose par rapport à cette élection. Je vais répondre à cette question-là. Lorsqu'un type dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel, dans notre contexte, on connaît, c'est soit la malhonnêteté, soit du cynisme, soit du narcissisme. C'est-à-dire qu'il dit que moi j'ai fait confiance au Conseil constitutionnel. Et en fait, tout le monde voit ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. Tout le monde a vu le satanisme. C'est même pas la loi, c'est pas le droit. C'est du satanisme. C'est pas trop fort quand même. Parce qu'on ne comprend pas qu'un pays respecté comme le... Arrête, on ne respecte même plus, on n'existe même plus devant les gens. Un pays où on a une administration qui était respectée dans le temps. On manipule le site internet, on manipule, c'est un villageois là, on dit viens, prends-le là, vas-y 100 millions, vas-y. Tout le monde ça se passe, il y a les audios partout. Mais ce qui ne sont pas authentifiés, nous l'avons eu, il ne s'est pas reconnu dans ces audios. Irrecevable. Est-ce qu'on est étonné de ça? Donc, pour revenir, quand on dit on garde le pouvoir, on doit garder le pouvoir. À quoi nous a servi ce pouvoir-là? Pour arriver aux assassinats comme Martinez Ogo, où des gens font des guerres de clans et on nous met en discuter. Vous savez, moi je me suis brouillé. Écoutez, c'est l'occasion de le dire aussi. Les gens qui disent là que non, Biya doit faire ce qu'il a fait. Non, c'est une haute trahison. On ne peut pas vous confier les rênes d'un pays et vous allez donner ça à quelqu'un sous haute instruction. Et vous disparaissez 7 ans. Et vous revenez encore vous dites que non, c'est un crime. Biya est un criminel. Non. Voilà. Non. Il doit être jugé pour haute trahison. On va pas l'admettre. On parle quand même du chef de l'État. Si on m'arrête, il va donner les éléments. Non. Sauf que vous êtes sur une antenne, vous êtes sur Balafon et... Imaginez que j'ai dit ça chez moi. On peut pas vous laisser. Non. Sauf que là vous êtes sur une antenne, vous êtes écouté à la radio, vous êtes regardé à la télévision, on vous suit également sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas accepter des expressions comme celle-là. Ça s'apparente à des criminels. Sans preuve concernant notamment le chef de l'État du qui est une institution. Voilà. Ça s'apparente à un crime. Je voudrais peut-être... On est au téléphone avec nous. Anissé Kane, bonjour. Bonjour à Massana. Bonjour à professeur Billet et à Fridolanke. Merci. Bonjour. Oui, mais ce n'est pas toujours correct que les journalistes donnent l'impression qu'ils sont perdus dans les analyses. Ce que vient de dire Coco, moi je ne trouve pas ça décent. Vous êtes des journalistes, vous devez creuser pour savoir ce qui se passe. Pas laisser les gens cette impression que c'est du flou, lorsque c'est pas sérieux. Le groupe de Douala avait une philosophie, c'est celle d'arriver à un candidat consensuel. Et cette philosophie empêchait qu'on y soit et qu'on ait une position sectaire. Celle de Dimbi, elle est évidente. Celle d'Abba Oyono s'est manifestée quand il allait donner publiquement son adhésion au candidat Maurice Kamto. Nous qui avons créé le groupe de Douala, vous vous imaginez que chacun avait un candidat préféré. Mais la règle avait été qu'on ne l'affiche pas pour ne pas casser cette dynamique consensuelle. C'est dans ce sens que l'auto-exclusion de Abba était évidente, surtout pour ne pas faire 2 poids 2 mesures, auto-exclure Elimbi et laisser Abba. Vous avez vu par la suite que ce n'est pas parce que j'avais une aversion pour le camarade, pour le président Kamto. Ça s'est vu, donc c'était pas de la mauvaise foi. C'était une décision de justice et d'éviter qu'on apparaisse comme des gens partiaux. Bon,
c'est la première remarque que je vais faire. La deuxième remarque que je vais faire, c'est que à partir du moment où mon parti investit un candidat, c'est normal que sur le plan formel, je me mette un peu en retrait du groupe de Douala. Mais on a continué à travailler avec Sam, avec Dieu-Kam Tiamini, avec 2 autres membres du groupe qui sont moins connus. Bon. Mais vous continuez à travailler, Anissé Kane, pourtant vous avez exclu les autres. Est-ce que vous ne vous contredisez pas un tout petit peu? Vous avez dit que les autres ont apporté un soutien ouvert à un candidat. C'est la raison pour laquelle vous les avez écartés. Mais vous également, vous avez apporté un soutien plus ouvert à un candidat. Mais vous continuez à travailler. Comment expliquez-nous, Président Anissé Kane? Alors, je vous ai dit, qui entretient la confusion à ce moment? J'ai dit je continue à travailler en retrait. Oui. C'est-à-dire que je suis toujours animé par l'esprit du groupe de Douala pour un candidat consensuel. Et bien avant que sa candidature ne soit recalée, Kamto avait bien dit qu'il était ouvert à une candidature consensuelle, même si elle n'était pas investie par son parti. Donc me mettre en retrait, cela ne veut pas dire que j'ai complètement abandonné l'idée. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité, vous voyez bien que les rencontres continuent, y compris le groupe de Douala, y compris le Manidem, qui a investi le candidat recalé. Bon, la troisième chose que je vais dire, c'est que, vous savez, l'intérêt du pays n'est pas ce qui est formel. Ce n'est pas le côté formel de mon positionnement en front office ou en back office qui compte pour ce qui se passe maintenant. Nous sommes en train de rechercher la possibilité d'opposer le front le plus large et le plus sérieux à la candidature bidon de Paul Biya. Non. Le terme est assez fort quand même. Bidon. Non, on ne peut pas vous laisser le dire. Non, c'est un candidat bidon, il ne devrait même pas être candidat. Sauf qu'il n'y a personne de son parti pour le défendre. Attendez, l'article 118 du code, de votre code électoral. Attendez, je développe, président Kane, juste une seconde. L'article 118 dit que quand tu es en état de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, tu es disqualifié. Tu es inéligible. Il est dépendant d'un gongo et aux institutions. Non, ça n'est pas prouvé. Ça n'est pas prouvé. C'est pas prouvé. C'est une candidature bidon. Docteur Fridolin, vous êtes libre, mais là, il n'y a personne du RDPC pour apporter la preuve du contraire. Docteur Fridolin, oui, président Anissé Kane, une seconde, juste rappeler au docteur Fridolin qu'on voudrait avoir sur notre antenne des faits qui sont avérés. Pour l'instant, c'est votre analyse, on ne peut pas la prendre. Voilà, c'est votre point de vue, on ne peut pas prendre cela. Bien sûr qu'on assume totalement. Vous assumez, mais vous êtes sur une antenne. Mais Madame Amassana. Oui, président Anissé Kane. Bidon, c'est pas une insulte. C'est une qualification. Péjorative. Mais on a le droit d'être péjoratif, mais non? on a le droit. Mais quand même. On a le droit d'avoir un jugement péjoratif sur ceux qui nous gouvernent. Si vous écoutez leur discours parlant des opposants, ce n'est pas péjoratif, c'est insultant. Bon, et à ce sujet, je vais vous dire quelque chose qui va pas vous faire plaisir. Vous êtes des complices de fait du pouvoir. Absolument. En acceptant ça. Parce que trop facile. En voulant nous museler. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'est du brigandage. C'est du brigandage. Comment un ministre territorial fabrique de faux documents? Son site, il le dit lui-même, a été violé. Et ce qui apparaît après ces violations, lui-même le dit, c'est de faux noms. On appelle ça comment en français? Je ne sais pas. Donc, on vous fait des complices de fait de la dictature du régime en empêchant que les gens s'expriment librement sous prétexte qu'on va vous poursuivre en justice. C'est vrai, on peut comprendre vos intérêts économiques, mais nous considérons que vous êtes des complices de fait en acceptant cette disposition qui fait que on ne peut plus rien dire à l'antenne sous prétexte que... Non, vous pouvez le dire. Non, vous pouvez le dire comme vous le faites librement, en utilisant des termes pour toi quand même. Oui, un peu plus poli pour nos auditeurs, surtout que nous avons également des enfants qui sont encore en congé, en vacances, pardon, qui écoutent la radio. Justement, mais vous pouvez... Et on ne peut pas répondre à l'injure ou à l'insulte, pas l'insulte aussi. Non, c'est pas bidon, c'est pas une insulte. C'est un qualificatif très gentil. Parce que quand un ministre de la a dit qu'il est moulinex, c'est-à-dire quelque chose qui broie les gens. Qui broie. Est-ce que c'est correct? Broyer les gens. Surtout pas. Mais quand il le dit, vous le reprenez à l'antenne. Moulinex,
a dit qu'il va broyer des candidats. Je voudrais quand même à la suite Anissé Kane, il y a le professeur Olivier Billet qui voulait également réagir. Oui, à la suite d'abord je salue le président Anissé Kane. Merci, bonjour. Bonjour, je voudrais peut-être participer à ce petit échange qui me paraît essentiel pour l'édification de nos concitoyens. Alors, moi, j'observe d'abord que, au fond, il nous arrive parfois à nous, de l'opposition, d'attribuer tous les torts, toutes nos turpitudes au régime. Et parfois, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. Je dis ça pourquoi? Le président Ekane sait très bien que sur la problématique, par exemple, il a parlé du groupe de Douala, de la coalition, etc. C'est malheureusement, je l'observe, hein, nos propres incohérences, nos propres errements, nos approches qui ne sont pas des approches rationnelles et suffisamment orchestrées dans le temps pour offrir aux Camerounais une véritable alternative en termes de coalition sur la durée. Voilà ce qui nous fait échouer. Et c'est ça qui vient faire qu'à la dernière minute, des gens viennent bricoler des petites choses là, etc., avec des incohérences d'ailleurs, et parce que là, les questions de Marie-Flore Amassana sont tout à fait justes. Ce sont des questions pertinentes qui vont dans le sens de dire, mais on ne peut pas virer des gens d'une plateforme et après on dit que le président Ekane dit qu'il se met juste en retrait. Ça n'est pas bien tout ça. Et le président Ekane sait très bien que à l'époque de l'ATP, moi je l'avais approché, à l'époque, ici même à Douala, et que finalement, les entrevues qu'on avait envisagé d'avoir n'avaient finalement pas eu lieu, non pas de mon fait. Mais ça, je veux dire simplement que, au fond, nous avons l'erreur que nous avons commise en 2025 et qui va coûter encore cher au Cameroun tout entier. C'est l'erreur qui fait que l'opposition, les acteurs de l'opposition, et je peux les citer tous, parce que autant le président Ekane n'a pas d'aimé me recevoir quand j'étais venu à Douala finalement, autant des acteurs comme le professeur Kamto avait dit que lui il va seul à l'élection avec son APC et qui ne voulait pas collaborer avec d'autres acteurs, et que beaucoup d'autres là, dont j'ai entendu les noms ici, ont développé des attitudes de désolidarisation d'une dynamique, la seule dynamique qui aurait permis qu'à ce jour, nous présentions au peuple du Cameroun un front unique et puissant, qui aurait même permis que nous fassions une mobilisation populaire et même financière conséquente pour tenir la dragée haute au régime. Donc moi je crois qu'il faut que les générations à venir sachent que les échecs successifs, et en particulier les échecs 2025, qu'on peut déjà, je dirais, inscrire hein, dans soit dû au fait que les acteurs politiques eux-mêmes, y compris les plus anciens, ne sont pas capables d'avoir la lecture nécessaire, qui est cette lecture qui veut qu'on doit construire, une coalition ça se construit sur la durée, ce n'est pas une génération spontanée à la dernière seconde de la veille d'une élection. Et donc, quand je dis ça, je crois aussi que ce n'est pas... Moi je suis enseignant enseignant des sciences de l'information et de la communication, et je crois que dans la déontologie journalistique, si un journaliste vous reprend par rapport à un propos injurieux qui est proféré, ce n'est pas parce qu'il est en intelligence complice. Et ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose d'acceptable ni de recevable. Je pense que le professeur Anissé Kane va réagir. Voilà. Donnez-nous juste 30 secondes. Le président Anissé Kane qui est en ligne, professeur Olivier Billet, juste 30 secondes, docteur Nkeh, pour un engagement, s'il vous plaît. Sacré matin. Bon bagaille. Dans un monde en constante évolution, l'information crédible est votre meilleur allié. C'est pourquoi chez MTN, nous croyons au développement digital de la presse écrite et vous apportons Yellow Kiosque, votre application qui vous fournit l'information fiable en un seul clic, disponible sur Google Play Store et App Store. Avec Yellow Kiosque, découvrez toute l'actualité au cœur de votre mobile. Scoop, nomination, faits divers, everywhere you go. Vous aussi, vous pouvez commenter l'actualité en direct tous les matins sur la page Facebook Radio Balafort officielle. De retour sur le plateau avec nos invités au téléphone avec Anissé Kane, président du Manidem. Président Anissé Kane, rebonjour, je pense que vous êtes là. Je suis là. Bon, alors moi je n'ai aucun mea culpa à faire de ce que M. Billet vient de dire. Premièrement, quand je dis que vous êtes des complices de fait, je n'ai pas dit que vous êtes des complices volontaires. Le système vous fait des complices de fait dans cette comment je veux dire, restriction de la parole au Cameroun.
les structures, le CNC qui fait n'importe quoi, vous faites des complices de fait, que vous le vouliez ou pas. Le fait de restreindre la parole de l'opposition, alors que le pouvoir dit n'importe quoi sur les opposants. Mais vous êtes en train de parler sur Balafon, Anissé Kane. Attendez. Vous êtes en train de parler, nous vous donnons la parole. Oui, vous nous donnez la parole, à nous la restreignant, en disant qu'il ne faut pas dire candidature bidon. Alors qu'un enfant de 10 ans sait bien que c'est bidon. Tout le monde le sait. Mais le CNC c'est vous qui le savez, et le pouvoir vous empêchent de le dire en faisant de vous des complices involontaires, certes, d'autres plus ou moins volontaires. C'est ce que je voulais dire. Deuxièmement, professeur Bilet, je n'ai aucun bien coupable à faire. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, c'est de la responsabilité du pouvoir. Il ne faut pas dire, oser dire maintenant au Cameroun que les opposants sont responsables de la dictature de Biya. Vous avez soutenu ce système à un moment, Anissé Kane? Est-ce que vous avez apporté votre soutien aux candidats du RDPC à un moment? Bon, j'entends ça de la part de... C'est d'une stupidité terrible. Vous avez apporté ou vous n'avez pas apporté votre soutien en 2018 aux candidats du RDPC? C'est pas vrai. C'est des histoires. Demandez à ceux qui étaient dans le soutien du Biya. Nous avons écrit en 2018 à tous les candidats pour leur proposer un programme commun pour l'élection. Et seul le professeur Kamto est venu nous voir à Douala, à la permanence, pour qu'on discute de ces propositions. Ça n'a pas abouti. Donc vous avez fait la proposition au RDPC, c'est bien ça? On avait écrit à tous les candidats un programme commun. Donc on savait très bien. Donc si le RDPC acceptait, vous deviez être collaboré. Vous pensez que le RDPC allait accepter de finir avec le pouvoir mais vous avez quand même écrit au RDPC. Et pour rafraîchir la mémoire des auditeurs, il a soutenu Akeremouna pendant que Yebga avait soutenu Maurice Kamto. Ce sont les faits. En 2018. J'ai jamais soutenu Akeremouna. Coco, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas des faits prouvants. En 2018, on n'a soutenu aucun candidat. Aucun. Vous pouvez le vérifier. On avait couvert cette élection présidentielle. Visuelle ou écrite. Les journalistes sont des journalistes en principe d'investigation. Ils n'écoutent pas les histoires du quartier. Justement, j'ai couvert cette actualité, M. Anissé Kane. Pardon? Monsieur Kane, c'est public, c'est reconnu de notoriété. J'ai couvert cette activité. Oh, c'est faux. Posez la question à M. Mbada Kani, qui était le responsable des G20. Il a dit à plusieurs reprises que ni de loin ni de près, le Manidem n'était dans le G20. Il a dit ça 10 fois. Oui. Pourquoi vous continuez à dire des choses pareilles? Poursuivons, M. Anissé Kane. Qui brouille le message politique. Je finis en disant ceci. Monsieur Bilet, dans la vie, ce qui est important, c'est ce qui est fondamental, pas ce qui est formel. Quand nous disons que je me suis mis en retrait, c'est justement parce que ça peut porter à confusion après avoir choisi un candidat. Monsieur Abba ne s'est pas mis en retrait. Il a refusé même la remarque que sa démarche était sectaire. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous étions déjà à une autre phase. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, l'ECAM, avait déjà donné sa copie en excluant Kamto. Et après, comment je peux qualifier ça maintenant? La farce burlesque, indescriptible du Conseil constitutionnel était déjà venu sanctionner la candidature de Kamto. Quand je dis me mettre en retrait, ça veut dire que je suis l'activité de Douala, mais je n'y participe pas comme je le faisais avant que notre investiture soit faite. Oui. C'est logique. Ce qui est important, c'est le résultat. Et quand on est sincère, on ne s'embarrasse pas de ce qui est tout à fait formel. Je finis, excusez-moi. Oui. Vous savez, ce n'est pas fini. Hein. Rira bien qui rira le dernier. Et ce message s'adresse au pouvoir dictatorial, néocolonial, criminel. Parce que c'est un crime de confisquer pendant des décennies l'avenir d'un pays. On appelle ça comment? Moi, je ne trouve pas d'autres mots. Et justement, avec des montages bidons, des délégations de poètes, on appelle ça comment? La mafia, c'est pas le crime? Est-ce qu'il n'y a pas une mafia au pouvoir à Yaoundé? C'est vous qui le dites, Anissé Kane. Mais bien sûr que je le dis. Et c'est le moins qu'on puisse en dire. Vraiment, c'est le moins qu'on puisse en dire. Comment voulez-vous qu'un conseil constitutionnel
qui comprend des éminents juristes. Et par rapport à un débat qui a duré 4h30, l'unanimité, c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on a des moutons au Conseil constitutionnel? Non. Non, nous avons des éminents juristes, Emmanuel Coco. En tout cas, merci infiniment. On a compris le plus important, justement, le fond de votre intervention. Merci Anissé Ekane. Fridolin-Nke qui voulait dire un mot, notamment après la sortie d'Anissé Ekane. Mais il faut rappeler que là, nous sommes déjà en plein dans l'élection présidentielle, Emmanuel Coco, puisque derrière nous, voilà, le contentieux préélectoral. Et les CAM qui fixe donc les règles pour les affiches de campagne présidentielle. On a publié donc une décision encadrant strictement les affiches de campagne pour la présidentielle du 12 octobre prochain, format maximal imposé, visa obligatoire avant diffusion et interdiction des messages incitant à la violence. Les municipalités doivent prévoir des emplacements dédiés. Oui. Tout manquement entraînera le retrait des affiches et des poursuites. Et les CAM également qui lancent l'appel aux candidats pour la désignation de leurs représentants. Eh bien, la Direction générale des élections invite officiellement les prétendants au scrutin du 12 octobre où le mandataire a désigné sans délai leurs représentants auprès des commissions départementales de supervision, dépôt des noms obligatoires dans les délégations régionales ou agences départementales des CAM. Mais avant ça, on a attribué également les couleurs et les sigles et les symboles justement à tous les candidats. Docteur Fridolin-Nke, aujourd'hui, les candidats retenus, les 12 notamment, sont concentrés, les regards sont rivés vers cette présidentielle. La campagne va démarrer dans quelques semaines seulement, mais nous parlons encore de ce qui s'est passé derrière. Est-ce qu'on ne devrait pas avancer, justement, faire un tout petit peu comme les CAM qui continue justement ce processus électoral? Vous êtes dans l'infantilisation des gens. Vous êtes dans la manipulation comme le pouvoir. Vous êtes dans le fait accompli. C'est toujours ça. C'est-à-dire que les gens briment les gens partout, ils mettent les gens en prison, ils tuent tout le monde. Après, on dit non, il faut la paix. On convoque les chefs traditionnels, on convoque les évêques, on dit bon, vraiment, il faut préserver la paix. Ce sont de nous victimiser. Ce sont de jouer aussi aux gens les plus recommandables parce que ça donne l'impression que vous faites des appels de balles au pouvoir. Tout ce qui se perd dans ce pays depuis 82, c'est Biya qui est responsable. Même, j'aime vous surprendre. Même Ngongo là, il vient là. Parfois je m'en prends à lui, mais il n'a rien à y voir même dans tout ça. C'est Biya qui orchestre tout ce désordre. Que les gens, nous sommes toujours en permanence dans la peur, dans le reni, dans les appels de balles. Comme je soupçonne le professeur Billet de le faire ici sur ce plateau. Marie-Flore Amassana. Je ne peux pas laisser Fridolin-Nke qui se fait bastonner dans les rues partout de Yaoundé parce qu'il tient toujours ce type de langage de discours. Ce n'est pas parce que vous avez, ce n'est pas parce que vous allez parler fort. C'est pas parce que vous allez avoir le verbe haut que vous allez réussir dans vos combats. Faites attention à cela. Vous avez étudié la rhétorique. Et la bastonnade vient faire quoi? Vous avez certainement étudié. Ma bastonnade vient faire quoi? Mais oui, mais c'est pour vous dire que. C'est pour vous dire à quel point. Attendez, à quel point c'est contre-productif. Quel est votre niveau alors? Mais votre niveau est pire. Lorsque vous m'accusez de. Ça donne l'impression. Vous parlez d'appel de balle. Vous me connaissez, Fridolin-Nke. C'est pourquoi vous n'avez pas fait confiance. Vous parlez dans l'arène politique hier. Confiance. Moi, je suis engagé en politique au Cameroun depuis au moins 1995. Je ne sais même pas si vous étiez déjà né. Donc, soyons sérieux lorsqu'on se parle et lorsqu'on est ensemble dans le même plateau. Moi, j'ai le langage. Vous avez été sérieux avec Anissé Ekane? Est-ce que vous avez été sérieux avec lui? Non. Vous êtes Anissé Ekane? Vous êtes Anissé Ekane pour le défendre? Je ne sache pas que vous soyez son avocat. Et moi, j'ai dit à Anissé Ekane des vérités qu'il connaît. Vous l'avez entendu contester cela? Il a contesté. Il n'a rien contesté. Je lui ai rappelé que je suis venu à Douala pour le voir, etc. Il a préféré venir organiser un deal pour donner son investiture à Kamtor hier. Et tout le monde le sait. Donc, ne prenez pas le parti. C'est vous qui parlez de collusion avec le système. Moi, je vous dis simplement que vous êtes toujours dans le même discours contre-productif parce qu'on ne démantelera pas ce régime qui opprime les Camerounais avec des langages belliqueux tels que ceux que vous tenez là. Ça ne mène nulle part. Votre langage a donné quoi? Moi, j'ai un langage et une méthode de travail qui est une méthode respectueuse d'abord des médias qui nous invitent. Oui. Parce que vous ne pouvez pas traiter les gens de criminels dans un média comme ça que vous mettez en danger par rapport au Conseil national de la communication. Moi, je suis un spécialiste de sociologie des médias. Et je sais. Et là-bas, je sais quoi dans nos débats ici là? Dites-moi, ça vient chercher quoi? C'est vous qui m'avez blessé le premier. Est-ce que vous êtes blessé? Vous tenez un propos blessant à mon égard. Si on pouvait parler des sujets qui nous construisent davantage, professeur Olivier Villet. Il ne peut pas se plaindre. Voilà, je pense que dans vos